Bonjour très chers développeurs. Si vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que les réseaux sociaux implémentent ces genres d'interfaces utilisateurs qui changent leurs états sans charger de nouveau la page, ou si vous avez déjà rencontré ces problèmes où vous avez cette petite application qui effectue une opération arithmétique simple qui est de calculer la somme de ces deux nombres et à l'initiale x égale 5 et y égale 3 et donc c'est à Z de nous fournir la somme de ces deux nombres. Et si on affichait Z dans la console, on trouve que Z est égal à 8, ce qui est correct. Mais ici, on vient de réaffecter dans X une valeur 10. Et si on affichait encore Z dans la console, on trouve que Z est toujours égal à 8. Alors, ceci n'est pas une règle car les langages de la programmation JavaScript s'exécutent de haut en bas. Bon, mais ici, dans notre cas, on voulait avoir une application qui réagit face au changement. Et la seule façon d'y arriver à implémenter ces genres d'interface utilisateurs ou à résoudre ces problèmes de cette petite application ici, c'est par la programmation réactive. Alors, la programmation réactive, par définition, on peut dire que c'est un paradigme de programmation qui permet de conserver une cohérence d'ensemble en propageant les modifications d'une source réactive aux éléments dépendants de cette source. Très chers développeurs, on ne peut pas parler de la programmation réactive en Angular sans vous parler de ces mots ici, change detection ou détection des changements en français. Alors, la détection des changements est la façon dont Angular met à jour l'interface utilisateur dans les navigateurs lorsque l'état de l'application change. Et faire en sorte que quelque chose se produise lorsqu'il y a un changement, cela s'appelle la réactivité. Alors, la réactivité est une manière déclarative d'exprimer la propagation du changement. Et la réactivité en Angular s'exécute par une nouvelle technique qu'on appelle Signals et par la librairie appelée RxJS. Alors pour Signals, qui est une nouvelle fonctionnalité introduite par Angular depuis sa version 16, est venu pour mettre en place une meilleure réactivité. Ce qui signifie avec Signals, on aura un bon contrôle des mises à jour de UI. Signals est plus évolutif et nous garantit vraiment une meilleure performance. Et aussi avec Signals, on aura à utiliser des outils que nous connaissons et que nous aimons déjà. Alors, notez bien, les signals ou les signaux en français ont trois concepts de base qu'on appelle les primitives réactives. Et ces trois primitives réactives sont signal, computed and effect. Ok? Alors, signal ou signal est comme une variable et contient une valeur qui peut indiquer à Angular quand il change. Et pour computed c'est le type de signal qui calcule sa valeur, entraîne une nouvelle valeur lorsque l'un de ces signaux dépendants change. Et enfin, effect c'est une fonction qui s'exécute lorsque les valeurs des signaux qu'elles utilisent changent. Donc ici, c'est une opération à effet secondaire qui nous permet de lire une valeur d'un signal. Ok? Et ça donne aux développeurs ici la possibilité de réagir à ces changements ici de manière plus significative. Alors, je vois que plus de théorie, ça ne donne pas de sens. Alors, plongeons-nous dans la pratique. Alors, précédemment, on a réussi à mettre en place une navigation un peu complexe de la simulation d'une application de stock, partant ici de la notion de routage. Mais maintenant, je vais ouvrir ici le terminal. Je vais taper ng version pour voir la version d'Angular qui est installée sur ma machine. Là, j'ai la version 15, d'où je ne peux pas essayer ici la nouvelle fonctionnalité Signal avec cette version. Donc, je vais taper la commande ici, npm. Je vais taper la commande ici, npm, voulais-je taper ici, npm i pour installer, g pour installer globalement Angular
barre OK CLI. Cette commande va me permettre d'avoir la dernière version ici d'Angular installée sur ma machine. Actuellement, c'est la version 16, mais ça peut changer quand vous allez visualiser cette vidéo. Mais à partir de la version 16, on peut travailler avec cette fonctionnalité appelée Signal. Donc, le processus ici dépendra ici de la qualité de votre ordinateur et la qualité de votre connexion Internet. OK. Pour moi, ça s'est fait déjà et là, je peux taper ng version ici pour voir la version maintenant que je possède. OK. Vous voyez que je possède maintenant la version 16. À partir de la version 16 ou la version supérieure, je peux maintenant créer, créer ici une application. Donc, je peux accéder d'abord au bureau parce que je vais la créer sur mon bureau. Et je vais taper la commande ici ng new. Le nom de l'application, on va l'appeler ici Reactivity. Et je vais ajouter ici quelques options, tirer standalone ici pour que mon composant initial ou la structure de mon application soit standalone. Et on va taper ici une line template pour ne pas générer ici les fichiers HTML pour les composants par défaut, de même que les fichiers CSS pour la stylisation. Et on va dire skip test pour ne pas générer aussi ces fichiers ici de tests. OK. Retenez qu'à partir ici de la version 16, il est maintenant possible de créer ici les composants par défaut ou structurer votre application comme avec les composants autonomes, standalone components. OK? Je vais en taper entrée et là, ils vont me demander que je vais utiliser le routage. Non, c'est juste pour la simulation ici des signals. Je vais taper pour CSS. Alors ici, on va me donner on va m'avertir ici que la critique des applications ici standalone ou composants autonomes ici c'est encore nouveau et plus des librairies ne les supportent pas encore. Donc on va voir comment est-ce qu'on va grandir ensemble et comment est-ce qu'on peut configurer des librairies avec cette nouvelle structure. Donc restez branchés sur notre chaîne pour voir ce qu'on va réaliser très bientôt. On va attendre que l'application puisse se charger, puisse initialiser ici nos modules. OK, c'est bon. Alors, c'est bon déjà. Donc, je vais accéder sur une application que j'ai créée tantôt. Ce n'est pas cette application et je vais l'ouvrir avec VS Code pour vous montrer la différence. Avant la version 16, quand on générait une application, ça venait avec tous ces fichiers ici, OK? Avec les structures ici qui ne comportent pas la nouvelle façon de faire. Mais maintenant, je vais y aller à ouvrir ici l'application qu'on vient de créer ici. OK? Je vais accéder ici au dossier Reactivity et je vais le lancer avec VS Code. Là, vous voyez notre structure de notre application. On a peu de lignes de code et même le CLI a réussi à nous générer ici les fichiers ici de la configuration. OK? Donc la structure de notre application suit ici les standalone components, qui est des composants autonomes, qui est la nouvelle façon de faire. Donc ça, je vais les mettre là-bas et organiser ici mes fenêtres. Oups, je vais réorganiser mes fenêtres côte à côte pour me permettre ici de naviguer entre les deux parties. Alors, je vais lancer mon application avec la commande ngs-o. OK. Et là, je vais dire oui pour l'analyse ici. Et on va me poser cette question si je vais utiliser un port différent. Oui, je vais dire oui parce que les précédents ports a été utilisé par cette application, l'application sur laquelle on travaillait. Je vais dire oui pour lancer mon application sur un autre port. Là, mon application se lance sur un autre port et l'application ici c'est Reactivity et ça se lance bien. D'où on va commencer alors à explorer qu'est-ce que c'est la réactivité. OK? On va commencer, on retire tous ces codes génériques et on va placer ici un titre. On va placer un titre avec la balise H1. Le titre c'est Angular Signals. Et partant de ça, on va directement créer notre premier signal. OK? La première variable est du type signal, comme on le fait toujours en JavaScript. On va mettre ici notre mot-clé const suivi du nom de la variable. Ici, c'est count pour dire compteur. Et là, on va taper ici les mots-clés signal ici. OK? Signal.
Et il faut l'importer et s'assurer bien que c'est importé. D'où il faut venir mettre des parenthèses ici et donner la valeur initiale à notre signal. OK? Parce que, bon, ici, on n'a pas besoin de const parce que ici, cette variable ici, c'est les membres de cette classe. Je vais interpoler la valeur qui se trouve ici dans la variable que je vais créer, compte ici, pour faire l'interpolation. OK, j'ai mes deux accolades. OK. Et quand je vais enregistrer pour visualiser la modification, vous allez voir Angular va nous dire que nous essayons d'afficher une fonction de code native. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que c'est un signal, je vais ajouter seulement des parenthèses pour prévisualiser la valeur qui se trouve dans une variable du type signal. Et là, félicitations, vous venez de créer votre premier signal. Alors, rappelez-vous qu'un signal comprend une valeur ici qui peut changer d'état sans pour autant compromettre l'ensemble d'état de l'application. Alors, on va voir quelques méthodes qui sont attachées à une variable ici du type signal qui va nous permettre alors de la manipulation d'état de l'application, ok? L'état de notre UI, comment est-ce qu'on peut interagir avec un UI qui change des données, ok? Je vais alors, pour vous montrer comment est-ce que ça marche, je vais implémenter ici un bouton que je vais appeler remplacer la valeur ou set value. Bon, on ne fait pas trop attention avec la nomenclature, dis-moi que vous comprenez comment est-ce que ça fonctionne. On va ajouter ici une fonction onClick, on peut dire modifier la valeur ou je vais prendre ça, cette value que je vais mettre ici comme cette value c'est mettre la valeur en français. Donc on va dire ici remplacer ou modifier la valeur ici, ok? Modifier notre compteur. Alors on va créer notre fonction ici set value, ok? Et dans cette value, on va faire appel à notre signal. On va dire ici 10. OK. Notre signal ici, 10 signal. OK. Et on va appeler la méthode ici set qui est attachée à chaque signal. Et on va mettre ici la valeur 5. Je vais enregistrer. On va mettre ici 7,5. Pourquoi? Quand on va cliquer ici, on va changer la valeur initiale par la valeur qu'on a passée en paramètre. OK. Là, on a réussi à changer la valeur initiale. Alors, disons ici, on veut incrémenter d'une valeur de notre compteur ici. Et pour y arriver, pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, je vais dupliquer ici ces boutons. Je vais les nommer ici incrémenter. OK. Et je vais créer une fonction ici appelée increment value. OK. Alors, vous allez constater ici que notre variable est du type ici writable signal du type number, ce qui veut dire que c'est un signal qui peut être réécrit. OK. Alors, et sur un signal ici, il est attaché une méthode appelée update. Alors, la méthode update nous donne la valeur précédente de notre variable ici. On peut récupérer cette valeur ici, ce qui s'est trouvé précédemment, et on peut prendre et alors on peut retourner de cette valeur en y ajoutant ici d'une unité pour l'incrémenter. Alors, je vais enregistrer ça et quand je vais cliquer sur ce bouton ici, oups, j'ai oublié d'attacher cette fonction ici qui va nous permettre de le faire à notre bouton. Donc, sur clic, on va faire appel à cette fonction ici et je vais enregistrer. Et là, quand je vais cliquer ici, je serai à mesure d'incrémenter d'une valeur. Mais plutôt, quand je vais cliquer sur d'autres boutons, je vais mettre ici 5. OK. Alors, je peux même incrémenter à partir de 5 ici, à partir de la valeur. Donc, ce qui fait ici, cette fonction ici, c'est d'incrémenter d'une valeur de la valeur précédente de ma variable. OK. C'est ce qui fait ici la méthode de update. Alors, il est aussi à signaler qu'un signal peut être initialisé par un objet. Alors, je vais créer ici un signal comme to-dos pour dire la liste des tâches. Ça sera un signal ou un signal et un paramètre qu'on va l'initialiser par un tableau. OK? Un tableau comme ça qui va prendre une liste ici des objets. OK?
Alors, on aura comme propriété de cet objet ici le titre de la tâche. Ça sera ici apprendre Angular. Et on aura une propriété ici done pour indiquer l'état de la tâche ici. Ça sera ici false pour initialiser cette tâche comme la tâche non accomplie encore. Et je vais copier et ajouter une autre tâche sur ma liste ici. Donc, j'aurai une deuxième tâche. Je peux dire que c'est apprendre signals et c'est pas encore accompli aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut visualiser ceci sur l'écran pour notre partie template? Alors, on va le faire comme on le faisait avant. Je vais ajouter ici un div pour parcourir. Oups. Non, je vais le faire IL. Et pour chaque item ici, pour LI, on va parcourir la liste de notre liste de tâches à partir de ng-for. Et on va dire late to do. Donc, pour chaque tâche qui se trouve dans notre liste de to-dos ici, on va ajouter des parenthèses parce que ici, c'est un signal. Rien que ça. Et à partir de ça, on peut interpoler alors la valeur de chaque to-do, de chaque tâche. Rien que ça ici, je vais juste ajouter un titre ici pour indiquer si ici c'est ma liste des tâches. Je vais dire ici liste des tâches, ok? Si j'ai enregistré ceci, ok? Vous allez voir ici, j'ai été capable de visualiser la liste ici des objets. Et partant de ça, mes deux objets ici, je peux afficher leur propriété. Je peux commencer à afficher la propriété title pour indiquer le titre de cette tâche. Et tout à côté, je peux indiquer l'état de cette tâche, si c'est accompli ou non, à partir ici de la propriété done. Rien que ça, quand j'enregistre, ok, je vais juste redimensionner ceci. Quand j'enregistre, vous allez voir ici, j'ai ma liste de tâches, j'ai apprendre Angular et apprendre Signal qui est initialisé par tâche non accomplie. Alors, pour indiquer que j'ai accompli, j'ai déjà accompli cette tâche, ici, je vais avoir besoin ici, je vais avoir besoin d'un bouton pour me permettre de le faire. Alors, je vais ajouter un bouton sur mon interface. Et ces boutons ici, je peux le nommer tâche accomplie. Je ne sais pas, avec E ou T, je ne sais pas. OK. Et je vais ajouter sur clic, si on clique sur ces boutons ici, qu'on puisse exécuter cette fonction ici, tâche done, OK, pour dire ici tâche effectuée. OK. Et alors, on va écrire cette fonction. Cette fonction va faire quoi? Va récupérer notre liste ici, OK. Alors, notre to-dos, parce que c'est un signal, on va récupérer la méthode appelée mutate. Mutate va nous donner ici la valeur initiale ou la valeur précédente de notre liste. OK. Pour nous, c'est des listes ici, des tâches. OK. Alors, là, on va parcourir chaque item ici parce que ça nous a fourni ici chaque item. Alors, pour prendre ici le premier élément ici d'un tableau, on peut prendre value. On peut accéder à l'index 0 pour prendre le premier élément de mon tableau. OK. Et ici, on peut prendre la propriété ici done et on peut les changer par true pour indiquer que la première tâche c'est fait. OK. Alors, quand je clique ici, tâche accomplie, vous allez voir que la première tâche est faite. OK. Parce que là, j'ai accédé au premier élément. Je peux ainsi, je peux mettre même, je peux indiquer ici la valeur invexe qui s'y trouvait avant et les changer. Quand j'enregistre, vous allez voir, on peut basculer ici des tâches, tâches accomplies, tâches non accomplies. Parce que initialement, ici, c'est false, mais je peux ainsi changer. C'est pas seulement ça, parce que ici, je peux parcourir tous les éléments qui s'y trouvent. Je peux accéder même au deuxième ici élément. OK. Donc là, vous pouvez voir ici, je peux dire que aussi la deuxième tâche est accomplie. OK. Alors, voici comment est-ce que mutate peut être utile par rapport à update. Et voilà les trois méthodes disponibles ou attachées sur un signal. OK. Autre chose ici, il est possible de créer un signal qui peut se baser à un autre signal comme notre compte ici.
Et on peut peut-être, pour vous illustrer ça, je vais créer un signal comme double count, donc comme les doubles des count, les doubles de notre premier compteur. Ok, on va dire ici double count, et à partir ici de la méthode computed, ok, la méthode computed ici qui est disponible ici à partir de Angular Core, il faut s'assurer que c'est importé aussi. Alors ceci va nous permettre de créer une variable signal qui va réagir au changement de notre premier signal. Pour notre cas ici, c'est count, notre compteur. Donc on va prendre ici notre compteur ici, parce que computed, cette fonction ici prend un callback, va nous retourner un callback qui va nous permettre ici de récupérer ici notre premier signal qui est count, on va dire 10 count, ok, et parce que c'est les doubles des count, on va les multiplier seulement par d, ok. Et là, on a notre signal qui va réagir au premier signal ici. Alors, je vais écrire ici une méthode de cycle de vie ici, ng on init, donc pour écouter à notre composant, quand notre composant va être initialisé. Donc, quand notre composant va être initialisé, je vais afficher un petit message dans les consoles, d'où je vais afficher ici la valeur de cette signal dans les consoles, parce que c'est signal, je dois ajouter des parenthèses ici. Et là, je vais venir sur la partie template ici, interpoler aussi la valeur de notre double de count, ok, double de notre compteur, et on va l'obtenir ici à notre variable ici double count. Quand j'enregistre, vous allez voir ici le double des 0, c'est 0. Et il va réagir quand on aura 5 dans notre compteur. Lui, il va mettre directement 12 parce qu'il dépend au premier compteur. Quand on va incrémenter 6, il va nous mettre 12. Ok? Lui, il réagit à fonction de la valeur qui se trouve au premier signal. Ok? Alors, je vais faire inspecter l'élément pour voir alors sa valeur dans la console. J'ai 0. Donc, on a pris seulement la valeur initiale, mais maintenant, la valeur a changé, mais dans la console, on a 0. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour exécuter une fonction face au changement des valeurs d'un signal? C'est maintenant ici qu'on aura besoin de la fonction effect. La fonction effect ici va nous permettre ici d'effectuer une logique face au changement d'une valeur de signal. Là, je vais mettre en place cette fonction ici effect, ok. C'est la fonction, c'est une fonction, donc ça va prendre des parenthèses effect et c, ok. Et cette fonction ici prend en paramètre ici un callback function, ok. Ça prend ici une fonction qui va être exécutée, ok, là-bas, et c'est là où on peut exécuter ici une logique. Je dois l'importer, oups, ça doit être ici dans un life cycle, ok, dans une méthode de cycle de vie, ou soit dans un constructeur. Et là, je peux l'importer facilement, ok. Et là, je peux exécuter ici cette fonction ici, celui d'afficher quelque chose dans la console. Et si j'enregistre ici, on a une erreur. L'erreur ici nous dit que effect peut tellement être exécuté dans une fonction injectable ou soit dans un constructeur. Alors, on va alors mettre ici un constructeur ici avec les mots-clés construct. Donc, on va mettre ici construct et on va ouvrir nos accolades. Et là, on va déplacer notre fonction ici effect dans notre constructeur. Et quand on enregistre, on va voir la valeur initiale, c'est 0. Et quand ça change ici, les doubles des comptes étaient 0. Et maintenant, on a 10. OK? Si ça change, maintenant, on a 12. OK? Et si ça changeait encore, maintenant, on a 14. OK? Ainsi de suite, on va être capable alors d'exécuter une logique ou une fonction face au changement alors d'un signal. Et ce qui est bien ici, un signal ici, je peux prendre notre compte ici. Ça peut changer autant de fois comme ça peut changer par 6, par 10, par 40. Et quand ça sera exécuté ici,
laisse-moi vous faire voir ici. Ça va prendre seulement la dernière fois où le signal s'est exécuté. Vous voyez, ici, c'est 40, ok? Et les doubles, c'est 80, ok? Ça va prendre rien que la dernière fois où le signal s'est exécuté. D'où ça va nous faciliter de ne pas exécuter chaque fois et cette fonction ici pour prendre avantage ici de la performance. Ok? Alors, très chers développeurs, voici tout ce qu'il y a à maîtriser pour faire la programmation réactive avec Signal en Angular. Donc, voici comment est-ce qu'on peut déclarer un signal. Voici comment est-ce qu'on peut initialiser un signal par un tableau. Voici comment est-ce qu'on peut déclarer un signal se basant à un autre signal. Et aussi, voici comment est-ce que par la méthode effect, vous pouvez exécuter une logique face au changement d'un signal. Et voici aussi les trois méthodes disponibles dans un signal. La méthode set ici pour remplacer la valeur initiale. Il y a la méthode update et on avait vu même comment est-ce qu'on peut faire l'utilité de ces deux méthodes. Okay? Comme on l'a bien annoncé avant, que le signal est bon pour la manipulation des changements des événements synchrones. Cela veut dire que les genres d'événements qu'on peut savoir comment et quand ça peut se produire, comme les exemples qu'on a manipulés bien avant. Mais pour les événements asynchrones, comme exécuter une action face à une réponse du serveur HTTP, et bien d'autres événements qu'on ne peut pas prédire quand est-ce qu'ils peuvent s'exécuter, alors pour bien gérer cela, RxJS est bon et bien équipé avec une fonction appelée observable qu'on va découvrir tout de suite. Alors, je vais revenir ici et enlever tout ce qui est des signals. Même sur la partie template, je vais enlever tout ceci. Et là, je vais changer ça en Angular RxJS. Et dans RxJS, on va rien que parler des observables. Ok, observable. Alors, je vais exécuter tout ceci. Et là, ok, sur la partie template, on a AngularJS observable. Alors, pour bien simuler cette notion ici, je vais injecter ici les services HTTP ici. Ok, je vais injecter les services HTTP qu'on avait vu comment est-ce que ça fonctionne dans une vidéo précédente. Alors, là, je vais importer ici HTTP. Je vais dupliquer tout ceci et importer HTTP client à partir ici de common barre HTTP. Alors, partant de ça, on va avoir besoin d'un API. OK? Là, je vais aller sur le navigateur, récupérer cette API ici. Comment est-ce que je suis arrivé? J'ai tapé juste dans la barre de recherche, je sonne place ODA. OK, et choisir ici ces liens. Et vous allez scroller vers les bas et soit choisir parmi tous ces API ici. Moi, je vais récupérer des posts. OK, et récupérer ces premiers liens ici pour récupérer ces posts. Et là, je vais dire ici dans ces posts ici. Je vais les récupérer à partir des services HTTP, ok? Et la méthode get ici va me donner si ces postes. Et les postes ici, vous allez voir ici, c'est du type observable d'un objet. Moi, je vais avoir une liste ici des postes, ok? Quand je change ça en donnant ici, en précisant ici que ça sera un observable ici, vous allez voir, on va avoir ici observable d'une liste. Je vais ici préciser ici any parce que je ne vais pas ici créer d'habitude il fallait créer une interface avec ici des propriétés de ces postes ici, ok, mais là on a une observable ici d'une liste de any et on va ajouter ici le signe $, pour dire que cette variable ici nous retourne un observable. Alors je vais ajouter ici ng on init pour effectuer une action quand le composant sera initialisé. Et je vais prendre ici l'observable. Ici, je vais m'attacher, me lier à cet observable ici à partir ici de la méthode subscribe. Subscribe ici prend en paramètre ici une fonction de rappel ou callback function qui va nous donner ici la valeur que nous retourne ici notre observable. OK? Et là, nous pouvons ainsi
visualiser la valeur que nous retourne notre observable ici, notre observable ici post. Et pour récupérer sa valeur, il faut le récupérer en paramètres ici des fonctions de rappel ici. Donc ici, on va récupérer des postes et les postes, on va afficher ça en console. Et quand ici, je vais... Oh, j'ai une erreur, je dois faire inspecter l'élément. Et là, on nous dit qu'on essaie d'utiliser ici le service HTTP sans fournir un provider. Donc, pour ce faire, on va aller ici à la configuration de notre application. Et là, on va dire provide pour donner des providers à notre service ici HTTP. Et ainsi, on va l'importer. Et on va tout enregistrer. Et là, on peut voir à la console, on a été capable ici de récupérer plus de 100 ici qui nous a retourné ici notre observable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour prévisualiser la liste des postes qui nous a été retournée lorsqu'on s'est souscrit à cet observable ici? Alors, bien, on va aller sur notre partie template et on va mettre ici notre balise IL comme on le faisait tantôt. Et dans IL, on va avoir ILI pour parcourir ainsi avec ici la directive NG4. On va parcourir la liste ici des postes qui nous a été retourné par cet observable. On va prendre post of posts, notre observable ici, ok, post avec signe $, et on va mettre une pipe ici à 5 pour, c'est pourquoi même on avait dit que RxJS est bon dans des événements asynchrones, et en mettant seulement cette pipe ici, on va être à mesure d'accéder au poste, ok. Et pour chaque poste ici, on peut même interpoler ici ses propriétés, et on va prendre ici la propriété ici title. Et on va mettre à côté ici la propriété post, la propriété body pour afficher les corps ici de chaque poste. Ok, seulement ça. Et quand on enregistre, on va voir ici, on a été capable d'interpoler ici chaque poste ici qui nous a été retourné par un observable. Alors, il y a aussi un moyen de modifier le comportement d'un observable. Ok, parce que pour un observable ici, il est attaché une méthode qu'on appelle pipe. Ok, et cette méthode ici nous permet de modifier la réponse d'un observable par les opérateurs RxJS. Alors, quels sont les opérateurs RxJS? On a les opérateurs, par exemple, pour modifier les titres et les body. Les opérateurs comme map, ok. Il faut importer d'abord cet opérateur ici pour travailler avec. Donc, je vais l'importer ici à partir ici de RxJS. Ici, ce sont des opérateurs. Et que font les opérateurs? Les opérateurs récupèrent la réponse ici, la réponse de cet observable. Ici, pour nous, c'est une liste de postes. Et il va récupérer cette liste ici. Et dans cette liste, je peux dire ici, retourne-moi seulement le deuxième élément de ma liste, et je vais sauvegarder. Rien ne va se produire parce que bon, pour le moment, il faut muter la valeur des postes ici. Donc, il faut venir ici dire que 10 postes ici sera égal alors à la réponse modifiée. Et quand on fait ça, on a tout bloqué. Qu'est-ce qu'on a fait, dis-moi? Bon, ici, on a récupéré une liste de postes. Laisse-moi faire simple. Je vais dire ici qu'en premier élément, je vais les modifier par Amani. Et deuxième élément, je vais les modifier par Bissimo. Et ensuite, je vais prendre les restes ici de ma liste. Je vais copier les restes de ma liste. Et quand j'enregistre, ici, vous allez voir ici, premier élément et deuxième élément. Laisse-moi esquiver ceci. Ok, j'enregistre. Vous allez voir, le premier élément, c'est Aman. Le deuxième élément, c'est Bissimo. Et par la suite, on a affiché toute la liste. Ok, c'est comme ceci avec les pipes qu'on peut modifier un observable ici. Ok, alors il y a plusieurs pipes qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs opérateurs RxJS. On a des opérateurs comme filtre. Donc, les opérateurs comme filtre ici nous permet de filtrer ici l'ensemble de la réponse ici d'un poste se basant à une condition.
Ok, alors là, on peut l'importer aussi à partir de RxJS, mais je ne vais pas à loin vraiment approfondir pour ce qui est des opérateurs RxJS, mais retenez que les opérateurs RxJS, ça nous permet seulement de modifier ainsi la réponse d'un observable. Alors, en s'attachant de cette façon à un observable, cela veut dire que notre interface utilisateur va réagir au changement, ce qui va se produire à la partie serveur. Donc, s'il y a un nouveau poste, notre interface va réagir. Si on vient de supprimer un poste, tout ce qui va se produire à la partie serveur, notre UI va réagir parce qu'on a en place un observable et un observable va nous notifier de ce qui va se produire sur la partie serveur et de ce fait, notre UI va réagir à tout événement qui va se produire sur la partie serveur. Alors, très chers développeurs, je crois que c'est tout pour ce qui est à savoir sur la programmation réactive en Angular. On va vraiment entamer beaucoup plus des choses quand on va pratiquer sur des projets. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas louper de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis au prochain épisode.